The Ethics of Artificial Intelligence. Sorbonne Summer University 2023. Michael Pook. Nous commençons par parler de l'extraordinaire dans l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous terminerons, et c'est peut-être là qu'il faudra le plus intervenir, par l'ordinaire de l'intelligence artificielle. Et je crois que je l'avais déjà dit, mais pédagogiquement, vous savez, il faut répéter. L'ordinaire, c'est beaucoup plus inquiétant que l'extraordinaire. Et l'extraordinaire qui devient ordinaire, ça, c'est un peu perturbant, inquiétant. Voilà. Donc, on avait prévu, on va faire ce qu'on avait prévu. On revient sur cette notion parce qu'elle lance très bien la séance d'aujourd'hui, de la vallée de l'étrange en français, qui traduit Uncanny Valley en anglais. Si vous voulez des détails, comme d'habitude, je vais le répéter, mais vous regardez sur le web et vous verrez qui c'est qui a inventé ça, les exemples qu'il donne, les références des livres, etc., etc. On peut se passer de détails, je vais tout de suite à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord, peut-être l'essentiel sur la vallée de l'étrange, vous avez raté, ça commence juste maintenant à être intéressant. L'essentiel sur la vallée de l'étrange, c'est que le mot uncanny n'a pas d'équivalent exact en français. Je laisse tomber les autres langues. Ça serait mieux traduit, oui, ça veut dire étrange, mais ça veut surtout dire dérangeant, désagréable. J'ai déjà utilisé ce mot et j'espère que vous l'avez déjà ressenti ou vous allez le ressentir aujourd'hui. Il y a des choses où on est mal à l'aise moralement. C'est désagréable, c'est dérangeant. Alors, le principe, c'est ça, plutôt ça que ça veut dire, uncanny. Ça nous met mal à l'aise, ça nous dérange. Et ça nous dérange moralement. C'est pour ça que c'est très important pour une éthique des IA. Le principe est assez simple. Plus un robot, alors pas n'importe quel robot, un robot androïde, ça veut dire qu'il ressemble à un humain. On va dire souvent un androïde, c'est un robot qui ressemble à un humain, ou bien un peu, il a des bras, des jambes, mais il est quand même en métal, ou bien beaucoup. Et je vous recommande tout de suite, il faut absolument connaître une série qui s'appelle Westworld. Je vais en parler plusieurs fois. Dans Westworld, il y a des robots androïdes qui imitent parfaitement les humains. Ils sont joués par des acteurs humains, mais qui sont quand même des robots. Alors, leur corps, c'est déjà bien, mais surtout leur intelligence, leur esprit est programmé. Et cette série est très bien faite. Juste la saison 1. Après la saison 1, on ne comprend plus rien. Les scénaristes sont partis en live, mais la saison 1 est très très bien. Il y a des androïdes dans un parc d'attractions. Il faut absolument regarder cette série pour ce cours, c'est le meilleur terrain d'exemple. Et évidemment, devinez quoi, vous vous souvenez? Ils se révoltent. Évidemment. Eh bien, c'est uncanny. Il y a des scènes uncanny. Ça a été remarqué par les gens, même ceux qui ne font pas de la philo. Par exemple, dans le monde américain, des séries qui est quand même très pudique, il y a des scènes de nus, ce qu'on appelle en anglais full frontal. Il y a des scènes de nus féminins et masculins. C'est quand même rarissime. Mais c'est parce que c'est pas des humains. C'est pas des humains. C'est supposé être des androïdes, mais ils sont quand même joués par des acteurs et des actrices humaines. Et il y a plein de scènes où on peut se demander pourquoi ils ont fait jouer l'actrice nue. On sait pourquoi. C'est pour que les gamins regardent. Mais c'était quand même un peu hypocrite. Et justement dans le parc de Westworld, c'est très uncanny, parce que les gens y vont pour tuer, violer, torturer les androïdes qui ressemblent à des humains. Donc tout ça, c'est très dérangeant. C'est ça que ça veut dire. Dérangeant. Un robot androïde. Le problème est le suivant. Plus il a l'air naturel, on en a parlé, j'y reviens pas,
ça veut dire en fait pour nous humain, plus il est réaliste, a priori, plus il est rassurant, plus il est acceptable. C'est facile à voir, c'est gratuit sur le web, je vous avais dit de le faire. Cherchez des voix synthétiques dans votre langue. Demandez voix de synthèse ou faites lire du PDF ou autre par une voix de synthèse et vous verrez. C'est très naturel, mais trop. Ça ressemble, c'est très ressemblant à un humain. Et c'est plus acceptable qu'une voix métallique, une voix de robot. Personne ne supporterait d'avoir un livre entier ou bon, si on n'a pas mieux, évidemment, on fait ça. Mais un système qui parle, Google Maps par exemple, qui au lieu de parler avec des douces voix masculines ou féminines, si Google Maps parlait comme un robot, en disant tournez à droite avec des voix de robot comme ça, ce serait moins acceptable. Peut-être. Mais le problème, c'est que, à partir d'un certain moment, quand il devient trop réaliste, qu'on le confond avec un humain, ce qui est le but dans Westworld, par exemple, et qu'on s'aperçoit, si on s'aperçoit de rien, on s'aperçoit de rien, mais si on s'aperçoit qu'il n'est pas humain, on croyait qu'on avait affaire à un humain, mais on s'aperçoit que non, c'est un robot, ou on croyait qu'on dialoguait avec un humain, et puis on s'aperçoit que non, c'est une IA, c'est pas un être humain qui nous répond. Sur un site de rencontre, par exemple, ça se fait beaucoup, les sites de dating apps, les applications pour rencontrer des gens, amoureusement. On s'aperçoit que c'est pas un humain, et bien ça fait très peur. Et c'est ça qu'on appelle dérangeant. Et pourquoi valer? Parce que c'est une courbe. La courbe d'acceptabilité s'effondre. On tombe dans la vallée de l'étrange, à partir d'un certain seuil de réalisme. Tout à coup, on découvre que c'est pas un humain, qu'il est artificiel. C'est inquiétant, c'est dérangeant, et au lieu de rassurer, tout à coup, ça fait peur. C'est très ennuyeux pour les gens qui travaillent dans ce business. Parce qu'on croit que plus on perfectionne le produit, plus il va être acceptable. Eh bien non. À partir d'un certain moment, ça se retourne et il fait peur. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé, il faut absolument explorer ça. Les scénarios de science-fiction. Quand vous avez un astronaute dans tous les films, toutes les séries, l'astronaute rentre dans un vaisseau spatial super sophistiqué et il a la voix de l'intelligence artificielle du vaisseau, féminine, très douce, qui lui dit bonjour John, tout va bien, nous sommes prêts à décoller. On a très peur parce on se dit, elle est très forte cette IA. Quand elle va se révolter, comme d'habitude, ça va faire très mal. Même dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le robot a une voix plutôt sympathique. Et même quand il dit des choses négatives, I can't do that. Sorry. Ben, il le dit gentiment, mais ça fait encore plus peur. Plus il est gentil, plus il fait peur. C'est ça, la vallée de l'étrange. Est-ce qu'on peut en tirer? Mais oui, on peut en tirer. La conclusion suivante, un robot ou une IA peut imiter l'humain, mais pas trop. Jusqu'à un certain point. Pas trop loin. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure, ou on discutera avec vous, si on a le temps. Alors, il y a une application intéressante, c'est ce qu'on appelle les sex bots. Je ne vais pas en parler. Mais j'ai des livres dessus, si vous voulez. Je vous donne les références, ou même des livres, mais attention, c'est très explicite. C'est des partenaires sexuels fictifs, comme dans Westworld. Et l'application, c'est qu'il faut qu'ils ressemblent quand même beaucoup à des humains, mais pas forcément tant que ça. Et si jamais ils y ressemblent trop, on a parlé la dernière fois
dans la discussion de conscience. Si on s'aperçoit que son sexe bot, il y en a plein dans les films, a une conscience, une volonté, que il ou elle est malheureux ou malheureuse, eh ben, c'est terrible, j'imagine. Ou pour les gens pervers, c'est bien, c'est ça qu'ils veulent. Mais ça pose un problème, et dans tous les cas, c'est uncanny, dérange. Vous regardez Westworld, et si vous voulez des applications pour adultes, vous me demandez la référence du livre sur ce sujet. Ça parle pas que de ce sujet. Ça parle aussi des Frankenfoods, de la nourriture de synthèse, la viande fabriquée en laboratoire et des choses comme ça. Comment de l'artificiel nous est proposé à la place du naturel. Alors, l'extraordinaire, il vient, oui. Alors, votre question, si je comprends bien, c'est pourquoi on a peur? C'est difficile de savoir. Alors, peut-être, minimum, on a peur parce qu'on a été trompé. On a été trompé. Et on a été trompé sur quelque chose de très important, moralement. Qu'est-ce qui est humain, qui peut avoir une valeur et peut-être absolue, et qu'est-ce qui est pas humain. On a pris quelque chose de pas humain pour quelque chose d'humain. Ben ça, c'est grave. Si on fait le contraire, les gens qui vont à la chasse avec un fusil, ils croient que c'est un animal, ils tirent et ils s'aperçoivent que c'était un humain. Eh ben, c'est uncanny. C'est dérangeant. Parce qu'ils ont pris pour un non-humain quelque chose qui est humain. Et c'est désagréable d'être trompé comme ça. Ça, c'est le minimum. C'est que on a été tellement bien trompé que mal à l'aise, on perd en confiance en soi. On dit, mais je ne me suis même pas rendu compte que c'était pas humain. Mais il y a peut-être une deuxième raison. C'est que le fait qu'on puisse aussi bien simuler l'humain nous inquiète dans l'absolu, moralement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a la possibilité de simuler l'humain et que donc c'est comme quand on tombe sur un deep fake. Si vous voyez un film, si vous avez des amis farceurs et doués, ils font une vidéo de vous à partir d'autres vidéos, mais disant et faisant des choses que vous n'avez jamais dites, par exemple un discours extrémiste ou complètement stupide, ou un comportement que vous n'avez jamais eu, un deep fake en vidéo avec le son, votre vraie apparence, votre vraie voix. Ben évidemment, ça fait très peur. On comprend. Et c'est la même chose que ce qu'on appelle la post-vérité, post-truth, dans la campagne de Donald Trump ou des choses comme ça. Mais c'est comme par exemple les gens qui mentent, les politiciens ou d'autres. Ça fait peur parce qu'on se dit, dans le monde actuel, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel. Et là, on est dans ce qui fait peur dans la science-fiction. Et c'est très souvent dans les films de science-fiction qu'on ne sait pas si on a affaire à des humains ou à des non-humains. Et c'est un peu inquiétant parce que si c'est des non-humains, eh ben, ils ne sont pas comme nous. On ne sait pas de quoi ils sont capables. On ne sait pas qui les a programmés. Et peut-être on ne sait pas pourquoi ils veulent nous tromper. Alors en général, c'est pour nous prendre notre argent ou notre vote. Toujours comme ça. Les fakes. Dans la vie depuis toujours, tous les mensonges. C'est pour avoir un avantage. Mais ça fait peur. Parce qu'on est trompé. Donc on peut se faire prendre un avantage sans se rendre compte. Et c'est quand même très très effrayant.
Je pense que là déjà, vous voyez, on a quelque chose d'élémentaire. C'est qu'on se trouve stupide parce qu'on a commis une erreur, mais pas n'importe quelle erreur. Ça veut dire, on n'est même plus capable de savoir qu'est-ce qui est humain et éventuellement qu'est-ce qui est vrai ou faux. Donc, à quoi on peut faire confiance? Oui, mais il y en a. Donc, votre question, c'est si ça fait peur, pourquoi il n'y a pas de restriction pour que ça ne fasse pas peur? Justement, on arrête et on a réfléchi à l'idée, mais pourquoi on veut qu'il ressemble trop aux humains? Et donc, on va faire, par exemple, un animal. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a un qui s'appelle Paro, P-A-R-O. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est un animal en peluche pour les personnes plutôt âgées, plutôt un peu déficientes mentalement, qui peuvent le câliner et qui peut. Il y a plein comme ça de faux animaux qui sont des robots dans lesquels on peut mettre des IA plus ou moins développés pour qu'ils réagissent un peu intelligemment, mais pas trop, sinon la personne aura peur. Et ça ne ressemble pas à un vrai animal. Le chien de Sony Aibo, vous pouvez regarder sur Internet, il ne ressemble pas à un vrai chien. Et c'est mieux, il ressemble quand même à un petit robot. Et on s'est aperçu, à cause de la vallée de l'étrange, qu'il valait mieux que les systèmes artificiels soient identifiables comme artificiels et que imiter parfaitement l'humain n'était pas une bonne stratégie commerciale. Et donc, on fait autrement. Mais dans Westworld, par exemple, on veut qu'ils aient l'air humain. On veut que quand on tire dessus avec son arme de cow-boy et qu'on les tue, les Indiens ou les bandits, eh ben, ils souffrent, ils saignent, on a l'impression que c'est des vrais humains qu'on fait souffrir et qui vont mourir. Donc là, on le veut. Mais quand on ne le veut pas, un assistant dans un hôtel, par exemple, vous avez ça dans certains pays, vous êtes accueilli par justement on dit un droïde, comme dans Star Wars. Un droïde, pas un androïde. C'est-à-dire, ça ressemble vraiment à un robot. Avec de la reconnaissance faciale, ça vous dit, en sachant quelle est votre langue, dans votre langue, ça vous dit bonjour, monsieur, madame, un tel, vous avez la chambre 43, voici votre carte d'accès. Ça sort la carte, mais ça ne ressemble pas à un humain. Mais si ça ressemble à un vrai humain, je prends un exemple un peu stupide. Ça ressemble à une vraie jeune fille qui dit avec une vraie voix humaine derrière le comptoir. Il y a ça dans tous les films de science-fiction. Bonjour monsieur, vous avez votre âge, il donne avec une main et un bras qui a l'air complètement humain, donne la carte. Et le client s'approche du comptoir et il dit vous vous appelez comment Et puis il regarde et derrière le comptoir il n'y a rien. Il n'y a pas une vraie personne. Il y a un socle qui sort d'un ordinateur avec que le haut de la personne. Et ben, ça fait peur. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc en fait, on ne le fait pas. Et ça nous amène à une très bonne question que je vais développer aujourd'hui. L'idée de vouloir imiter l'humain n'est pas une très bonne idée. Ça, c'est important pour l'éthique de l'IA. Des humains, il y en a. À la limite, il y en a même trop. Donc, fabriquer des humains, on sait le faire. Ce qu'on veut, c'est pas fabriquer des humains. Ça va être dans le cours de vie. Oui. Alors, il peut y avoir une vallée de l'étrange dans l'hologramme. Mais, vous voyez ce que c'est un hologramme? C'est une image en 3 dimensions. Il y a des politiciens, justement, qui font leur discours en hologramme et on pense qu'ils sont là. Mais c'est comme au cinéma. Je reviens dans l'Ouest. Au début, au théâtre, dans les pièces vous avez ça dans Lucky Luke, les pièces de Shakespeare qui étaient jouées pour les cow-boys dans l'Ouest,
il savait pas que c'était un spectacle. Il pouvait penser que c'était vrai, que l'acteur c'était vrai. Et donc il disait attention, il va te trahir, c'est un traître. Et éventuellement, ils sortaient leur arme et ils tiraient dessus dans Lucky Luke. Ben, c'est le même phénomène. C'est ne pas identifier la fiction comme une fiction. C'est plus général. Si vous lisez un livre qui raconte la vie de quelqu'un, et par exemple, c'est très triste, ben c'est intéressant de savoir, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça change un peu rien, mais quand même, si on croit que c'est vrai, peut-être que l'auteur devient très célèbre. Et puis les journalistes font une enquête et ils s'aperçoivent non, c'est pas vrai. Il ou elle a tout inventé. On est déçu parce qu'on a été trompé. On a eu des faux sentiments. Par exemple, sur les applications, on était en train de devenir amoureux ou admiratif ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est pas un humain. Donc, on a été trompé. Ouais. Et on était fiers que le politicien vienne et qu'on ne soit plus qu'à 3 mètres de lui. Et puis non, c'est un hologramme. Quand on veut l'embrasser ou lui serrer la main, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Et là, on est dans la vallée de l'étrange. Donc, le phénomène général, c'est le faux réussi. Et comme la technologie nous donne de la puissance, elle nous permet de faire du faux humain bien réussi, et ça nous pose problème. Dans les études récentes, je vous donnerai des références académiques en anglais, difficiles à lire, si vous voulez, mais mon but, c'est de vous dire juste les conclusions. On dit, comment on est arrivé là? On est arrivé là à cause de ce qu'on appelle le programme fort d'intelligence artificielle. C'est pas terrible, j'aime pas beaucoup cette appellation de programme fort parce que c'est valorisant et à côté il y aurait faible et ce serait moins bien. Et l'extrême de ça, qui permet de réfléchir, c'est le phénomène qu'on appelle le transhumanisme. On va en parler. Et dans le transhumanisme, il y a quelque chose, un phénomène qu'on va appeler en français téléchargement mental. Personne n'utilise. On dit en anglais mind upload. Ça veut dire que son esprit, on le télécharge dans une machine. Ça, c'est dérangeant. Et peut-être pas. Peut-être. Mais peut-être, oui. Et donc, il faut réfléchir. Le programme fort de l'IA et l'aboutissement peut-être transhumaniste, c'est l'idée de dépasser la nature humaine. On retrouve naturel, artificiel. Assumer qu'on est capable de faire mieux que la nature, de faire des maisons qui sont mieux que les grottes, s'abriter sous les arbres, de la nourriture qui est mieux que la nourriture sauvage, et donc, choses comme ça. Éventuellement, justement, une machine capable de peut-être penser. Et on en a parlé, dans le programme fort d'IA, on veut faire, on le dit en anglais et en français, ça voudrait dire une machine capable de résoudre les problèmes généraux. Vous vous souvenez l'histoire? Être intelligent, c'est pouvoir accomplir certaines actions. D'accord? Mais lesquelles? Si on veut une machine capable de accomplir certaines actions, il faut se demander
Par exemple, accueillir un humain dans un hôtel. Par exemple, un humain en jouant aux échecs ou le distraire sexuellement. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup penser, mais en même temps, il faut peut-être être un peu humain. Et la bonne question sur la pensée, c'est pourquoi? Pourquoi on a voulu, nous on pense les humains. Et j'ai dit, il y en a trop. Pourquoi on a voulu une machine qui le fasse? Eh ben, la réponse est simple. C'est qu'elle pense mieux. Donc c'est ça que disent les études aujourd'hui qui nous semblent les plus intéressantes. Dès l'origine, les IA ne sont pas faites pour être comme nous. Elles sont faites pour être mieux que nous. Elles ne sont pas faites pour penser comme nous. Elles sont faites pour penser mieux que nous. Vous n'allez pas acheter une calculatrice qui va calculer juste comme vous avec votre cerveau. Ça sert à rien. Il faut qu'elle calcule mieux. Eh ben, les IA, c'est pas. Il faut qu'ils fassent, elles fassent mieux ce qu'elles font. Donc, dès le début, on a ce problème un peu dérangeant, c'est qu'on a lancé, alors, l'idée n'est pas de moi, hein, mais c'est l'idée qu'on a actuellement. Nous, les humains, nous avons commencé dans les années 50 un programme pour avoir des machines qui pensent mieux que nous et oups, on a réussi. Et là, on est embêté. On est obligé de se dire qu'est-ce qu'on fait et peut-être même de se dire est-ce que c'était une bonne idée? Ou mieux, pourquoi on a fait ça? C'est ce qu'on va faire. Pour ça, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est des machines. Je vous avais dit, on a une théorie des machines. Le levier, par exemple, c'est une machine. Les rouages, les voitures, le vélo. La machine la plus intéressante, c'est le vélo. Je n'entre pas dans les détails, mais ce serait passionnant d'étudier pourquoi un vélo, une bicyclette, c'est aussi rentable comme machine. Pourquoi le vélo, c'est mieux que les jambes. On a inventé le vélo parce qu'il est mieux que les jambes pour aller quelque part. Une IA, c'est pareil. Il faut qu'elle soit mieux que le cerveau, sinon c'est pas la peine. La machine dont on est parti, ça s'appelait un calculateur. Alors ça, c'est amusant. Calculateur, en français, ça traduit exactement le mot computer. Et vous connaissez un minimum le français. C'est amusant et c'est triste. Alors déjà, quand le calculateur, ça devient une petite chose pas chère, qui a pas beaucoup de valeur, eh ben ça devient féminin. On dit une calculatrice. Incroyable. Comme en français, si vous connaissez bien le français, un couturier et une couturière. C'est pas la même chose. Un couturier, c'est un grand créateur. Et une couturière, une dame qui travaille dans un petit espace et qui gagne pas beaucoup d'argent. Un calculateur, c'est prestigieux. Souvent, d'ailleurs, on dit un super calculateur. Mais une calculatrice, c'est pas cher, tous les enfants en ont à l'école. Et en français, on a inventé le mot ordinateur. C'est un mot que les Français ont inventé volontairement au début des années 60. On a convoqué des linguistes en disant on va pas employer le mot anglais computer. Dans d'autres langues, beaucoup de langues, même le japonais, on emploie computer. Mais en français, on s'est dit non, c'est pas
simplement, alors on ne va pas utiliser le mot anglais, et on ne veut pas calculateur. On veut au-dessus de calculateur. Vous voyez? Calculatrice, c'est en dessous. Et au-dessus de calculateur, il y a ordinateur. Mais ordinateur, c'est juste un computer. C'est juste un calculateur. Mais dans la langue, déjà, dans le vécu, dans les valeurs, dans le système de valeurs, on a voulu quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire qui serait pensée avec une définition, ça s'appelle techniquement une émergence. Quelque chose qui émerge. J'explique. C'est une notion philosophique très importante, notamment en éthique. Qu'est-ce que c'est une émergence? Les émergences, c'est quand, à partir d'un niveau, apparaît, émerge, un autre niveau qualitativement différent. Les exemples. Dans l'univers, à partir du chaos, du désordre, de la matière, peut-être même à l'état d'énergie, apparaît l'ordre. Première émergence, dans les origines de l'univers, c'est l'ordre et la matière, c'est ordonné. Vous savez, il y a le noyau, les électrons, dans le noyau, il y a les protons et les neutrons, etc. Deuxième émergence. Dans la matière, sur au moins une planète, la Terre, émerge la vie. La vie, c'est que de la matière. Vous savez, le DNA, l'ADN, pardon, c'est les cellules, ça émerge, Darwin, de la matière. Et dans la vie, au bout d'un certain temps, d'une évolution, Darwin, émerge la conscience chez certains êtres, par exemple les mammifères et les humains. Et pas que. Eh bien, il y aurait une autre émergence. C'est que dans les machines fabriquées par les humains, il y aurait, alors on peut dire, une autre émergence de la conscience. Là, c'est un peu naïf. Ce serait mieux de dire une autre émergence. Juste ou l'émergence, à la limite, d'une autre conscience. L'émergence d'une autre intelligence que la nôtre. À ça, on a une très bonne analogie, un très bon exercice. Les extraterrestres, je ne dis pas que je pense qu'il en existe, je sais pas. Mais si des extraterrestres nous contactent, il y a ça dans la science-fiction, et notamment dans un auteur de science-fiction, je vous recommande comme lecture de vacances. C'est un best-seller, il est traduit dans toutes les langues. C'est un Chinois. Il s'appelle Liu, c'est son nom de famille, Cixin, c'est le prénom. Et il va être célèbre l'an prochain. Parce qu'il y a une série qui est en train de se tourner sur problème à 3 corps. 3 bodies problem. Une série est en train de se tourner, elle va passer à la télé et il deviendra célèbre. Et vous pourrez dire, oui, je connais, j'ai suivi un cours à la Sorbonne, on a parlé. Lisez-le pendant les vacances. Et il imagine ça. Il y a déjà eu des films réalisés à partir des scénarios de lui, et dans ses livres, notamment Le problème d'enfant corps, il imagine qu'un jour, les humains captent un message venant d'une intelligence extraterrestre.
Et après, il se passe plein de choses. Je vous raconte pas. Lisez-le. Ce que j'aime comme idée, c'est la suivante. Si ça arrive, on reçoit un message. Extraterrestre, qui disent, voilà, on vient voir sur votre planète. Ça se passe dans tous les films. Les Nations Unies, le Pentagone, les gouvernements. Alors, ils convoquent, j'imagine, ils convoquent les philosophes parce qu'ils disent on a contact avec une intelligence non humaine, comment est-ce qu'on peut communiquer avec elle et comment est-ce qu'on doit la traiter moralement? Est-ce qu'on doit être sympathique ou est-ce qu'on doit leur tirer dessus dès qu'ils arrivent? Et je crains que les philosophes disent on ne sait pas, on n'y a jamais réfléchi. À la honte quand même. C'est la honte. Donc il faut y réfléchir. Alors, les extraterrestres, c'est facile à imaginer. Et eux qui nous contactent, ça veut dire qu'ils sont plus avancés que nous. Là aussi, vous pouvez dire, si vous voulez, plus intelligents, ça suffira de dire plus technologiques et surtout plus puissants. Comme une autre étoile, donc à plusieurs années-lumière, donc la technologie très supérieure à la nôtre. Donc ils sont beaucoup plus forts que nous. Et là, ce qu'on craint pour les IA, ben, ce serait réalisé. Et qu'est-ce qu'on ferait? Comment on réagirait? En réfléchissant à ça, ben, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait si un jour les IA deviennent comme ça, plus intelligentes et plus puissantes que nous. Ben, c'est là que les philosophes devront avoir déjà réfléchi à qu'est-ce qu'on fait avec une intelligence extraordinaire, non humaine, supérieure aux humains. Ce ne sera pas, pour reprendre un peu ce qu'on a discuté, pas très intéressant de dire ils ont une conscience, ils n'ont pas une conscience. Bon, il faudra être un peu plus pratique que ça. La pratique, c'est est-ce qu'on les combat? Est-ce qu'on se soumet à eux? Est-ce qu'on négocie? Etc., etc. Ce programme fort qui a réussi en créant peut-être, ou maintenant, ou bientôt, ou un jour, une intelligence comme ça. Il est parti du calcul, de la programmation et donc de l'informatique. Certains d'entre vous connaissent, les autres pas beaucoup, et je priorise ceux qui connaissent pas beaucoup. Ce qui serait idéal, ce serait qu'il y ait des informaticiens de haut niveau qui écrivent en français plus et qui réfléchissent bien sur le calcul et les IA. Ça tombe bien, il y en a. Il y en a au moins 2. Vous avez leur nom à l'écran, je vais en parler. Je m'appuie sur eux, je vous présente leurs idées et après je développe et vous allez regarder leurs livres si vous voulez les lire. C'est des lectures que je recommande. Gilles de Weck et Jean-Gabriel Ganassi. Tous les deux, même profil. Informaticiens de très haut niveau, savent de quoi ils parlent et, à mon humble avis, qui philosophent très bien. Je commence par de Weck. Il a écrit plusieurs livres, comme j'ai déjà dit. Regardez quel livre vous intéresse sur Internet. Il a écrit des livres grand public, assez faciles à lire, sur le calcul, sur les mathématiques, mais aussi sur l'écriture.
Et l'idée que je vais lui emprunter pour expliquer ce que c'est que le calcul et l'informatique, c'est l'idée de écriture. La logique, le calcul, la programmation informatique, c'est de l'écriture. On peut faire un peu de calcul mental, mais on va pas très loin. Même si vous êtes très doué, bon, il y a des calculateurs prodiges, c'est rarissime. La majorité des humains, si un calcul est un peu compliqué, rien qu'une division, et évidemment, si c'est une intégrale avec des sinus ou des choses comme ça, bah, aucun humain va le faire de tête. Mais déjà, on fait tout ça quand on fait des maths. On dit, attends, il me faut un papier et un crayon. Il faut que j'écrive. Alors, tu dis que le budget, c'est 1300 €, que le train, ça va coûter 428 €, que l'hôtel, ça va coûter 43 € par... Et voilà, avec ça, de tête, on peut, mais avec un crayon, ça va être mieux, et avec un ordinateur, une machine, encore mieux, mais on va écrire avec le clavier. Mais c'est écrit, c'est le même chiffre, hein. Le chiffre 2, le chiffre 3, on l'écrit à la main sur du papier ou dans Microsoft Excel, c'est pareil, c'est le même chiffre. Sauf que le calcul, il se fait tout seul. Le calcul, c'est écrit. La logique aussi, c'est un genre écrit. Alors ça, c'est pas évident. Le philosophe grec qui a inventé la logique, Aristote, et même le mot logos, ça voulait dire la parole. C'était une logique qui pouvait se faire à l'oral, la logique d'Aristote. Et je suis désolé d'être désagréable, c'est pour ça que ça a donné la scolastique. C'est pour ça que ça s'est dégradé en scolastique, c'est-à-dire en un discours purement verbal qui peut, entre guillemets, démontrer n'importe quoi et son contraire, parce que c'est purement verbal. Mais dans un calcul, il n'y a pas n'importe quoi ni son contraire. Une opération écrite, il n'y a qu'un résultat. Et s'il y a des erreurs, on les voit. Pourquoi? Parce qu'elles sont écrites. On a le temps et on a des méthodes pour analyser l'écrit. Donc le vrai inventeur de la logique moderne, alors on dit la logique moderne, c'est pas Aristote, c'est un philosophe et mathématicien allemand, moins connu, ça arrive quand on est très bon, qui s'appelle Gottlob Frege. Là aussi, regardez sur Wikipédia si vous voulez. Et son idée récente, 1879, c'est d'inventer quelque chose, qui est la logique moderne, qu'il appelle en allemand eine Begriffsschrift. Schrift, c'est l'écriture. Et Begriff, c'est le concept. Une écriture de concept. Il dit, on va écrire sur du papier, et en fait imprimer. On va écrire les thèses, les axiomes, les propositions, les idées, les concepts, les définitions. Et sur cette écriture, on va appliquer des règles de dérivation. À partir d'une certaine chose écrite, par exemple, 3x2 plus 2x plus 4 égale 0, on peut écrire autre chose. Et en l'écrivant, on va résoudre cette équation. Il a fait des maths comme ça c'est les maths normaux, mais il dit, la logique, ça va être pareil. On va écrire et on va calculer. Il invente la logique comme un calcul écrit. Et aujourd'hui, c'est ça un programme. Je vous ai mis une ligne extrêmement simple. If x est strictement super positif, plus grand que 0, then
Y égale la chaîne de caractères positif. Vous pouvez rajouter print positif et l'écran va afficher que le chiffre que vous avez rentré est positif, etc. Si vous avez fait un tout petit peu d'informatique, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est écrit ça, je ne le dis pas à l'ordinateur. Et si je le lui dis, il l'écrit. Et il va le traduire dans une autre langue que comprend la machine, c'est une image traduire. L'informatique, ça se fait par écrit, même si c'est avec un clavier. Avant, on imprimait, mais on peut aussi écrire quand on a une idée. On peut écrire un début de programme à la main et après, on le rentre dans une machine et on le fait exécuter. Le problème, c'est que déjà ça, l'écriture, bien avant l'ordinateur, chez les philosophes, ça bloque. Ça paraît incroyable, mais il y a déjà des philosophes, et notamment l'un de ceux qu'on admire le plus, Platon, c'est le maître d'Aristote. Là aussi, si vous voulez les textes détaillés, vous les trouvez partout facilement sur Internet. Il est contre l'écriture. Il critique l'écriture dans des textes très célèbres. Qu'est-ce qu'il reproche à l'écriture? Il lui reproche d'être une parole morte, un logos mort. Quand on parle, c'est avec quelqu'un de vivant. Il y a des gens qui parlent avec les morts, mais en fait, la parole, elle est vivante. Et même Platon dit, elle est habitée par quelqu'un. Alors que l'écrit, il est mort. Raisonner comme ça, c'est pas bien, c'est un inconvénient. Il y a quand même un problème. C'est que Marcel Proust, Molière, Shakespeare, ils sont morts. Heureusement qu'ils ont écrit. Ça pourrait être bien de parler avec eux, mais on est très content qu'ils aient écrit. Donc dévaloriser l'écriture, c'est quand même très étrange. Très, très étrange. Mais pourquoi sur cette idée de mort? Oui, ils sont morts. Bach, il est mort. Mozart, il est mort. Mais la musique, c'est quand même formidable. Et on peut même dire, c'est mieux que la mort. C'est plus puissant que la mort. Qu'ils aient écrit leur musique, c'est plus puissant que la mort. Vous sentez qu'on est presque dans le transhumanisme. C'est pas du mind upload. C'est écrire un roman ou une partition. Mais désolé, ça c'est un petit mind upload sur le papier. J'ai pas mis tout mon... Proust n'a pas mis tout son esprit dans ses livres. Mais il y a mis quand même... Et Bach n'a pas mis tout son mental dans sa musique. Mais il a mis quand même beaucoup. Et on peut penser que physiquement son corps est mort, mais il reste actif parmi nous, dans la vie de certains d'entre nous. Mozart, Proust, il nous apporte quelque chose de plus que beaucoup d'êtres vivants qui habitent à côté de nous et qui ne nous apportent rien. Donc, c'était pas une bonne idée. Mais deuxième idée de Platon contre l'écriture, c'est qu'en écrivant, c'est plus facile de tromper, c'est plus facile de mentir. Alors ça, j'en reviens aux expériences qu'on a tous eues, peut-être enfants, disons. Quand on ment, on risque d'être détecté comme menteur. Mais quand on écrit, je suis allé à la piscine, et on laisse un papier, et puis on ne va pas du tout à la piscine, on va ailleurs. C'est plus facile de mentir comme ça. Et c'est pareil.
mentir par écrit, c'est plus facile que... Alors, on a déjà vu ça, mentir avec de l'électronique, du deepfake, tromper, manipuler, c'est plus facile. Mais vous vous souvenez, loi de Kranzberg, on a beaucoup plus de puissance pour le faire, on a les armes nucléaires du mensonge avec les IA, est-ce qu'on veut les utiliser et pourquoi faire? Voilà. Et déjà, ça commence avec l'écriture, et des philosophes comme Platon s'en sont rendus compte. Troisième grande critique de Platon, la perte de mémoire. Ça, c'est quand même embêtant. Dans les cultures orales, les cultures qui n'ont pas d'écriture, par exemple, beaucoup de cultures africaines, la mémoire des gens qui racontent les histoires, ou bien les fictions, les contes, ou bien l'histoire réelle de la tribu, elle est immense. Ils savent par cœur énormément de choses. Dans l'Antiquité même, on savait encore par cœur de très très longs textes, histoires, poèmes. Aujourd'hui, on en a déjà parlé, on ne sait même pas, on ne connaît même pas le numéro de téléphone de la personne qu'on aime le plus. On a besoin d'une machine. Parce qu'on écrit dans son téléphone, dans des carnets, dans des papiers. Quand on veut aller faire les courses, on dit « Ah, alors il faut acheter de la lessive, du pain, du jus d'orange, du lait, ou... Attends, comme tout à l'heure pour le calcul, il faut un papier et un crayon. Et je vais écrire. Et on va avec une liste. Peut-être vous faites des listes papier, vous pouvez l'écrire sur le téléphone. Parce que la liste papier, de temps en temps, on l'oublie. Le téléphone, on n'oublie jamais. Et à la limite, vous pouvez le dicter en vocal dans le téléphone, enregistrer. Ou autre. Dans l'ordinateur, le mettre sur Internet et y accéder. Et ensuite, commander directement. Juste pour la mémoire. Oui, on perd la mémoire dans le cerveau. Mais c'est bien. C'est mieux. Ça libère le cerveau. On en a déjà parlé. Et contre cette idée de Platon, j'ai deux idées. La première idée, c'est la culture chinoise. Dans la culture chinoise, on valorise l'écrit, l'écriture. L'écriture chinoise, c'est plus difficile que les écritures occidentales à apprendre. On y passe beaucoup de temps à apprendre les caractères. Il faut en connaître des milliers. Plus difficile à dessiner aussi. Ça a plus de valeur. Et depuis toujours, dans les dynasties chinoises anciennes, ils distinguent les peuples. Il y a deux sortes de peuples pour eux. Les peuples civilisés, c'est ceux qui ont une écriture, et les autres, c'est les barbares, qui sont pas civilisés. En général, ils adoptent une écriture au contact des Chinois, ou bien l'écriture chinoise, ou bien une autre. Et en Chine, ce que nous on appellerait un savant, un expert, c'est quelqu'un qu'on appelle un lettré. Lettré, ça veut dire les lettres écrites. Ça veut dire qu'il a beaucoup lu, qu'il connaît les classiques. Examens en Chine, depuis des milliers d'années, qui portent sur la connaissance de livres, d'écrits, qui sont très sélectifs. Il faut lire et écrire. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les fonctionnaires, même s'ils sont pauvres. Donc, il y a quand même dans la culture chinoise une valorisation de l'écrit. Et remarquez, est-ce que c'est un hasard?
dans le monde culturel, alors, chinois. Pas forcément la Chine elle-même, parce qu'ils ont quand même des petites difficultés économiques et politiques, mais le monde de culture chinoise, notamment le Japon et la Corée du Sud. Les robots et les IA sont beaucoup mieux acceptés que dans les pays occidentaux. Parce que nous, on a une mythologie de l'oral, du vivant, de l'esprit, de l'âme, qui est différente et qu'il n'y a pas dans les machines. Alors que une approche différente, et peut-être qu'elle part de l'écriture. Si on valorise l'écriture, eh bien peut-être une machine qui exécute un programme, eh bien ça ressemble un peu à un lettré qui connaît par cœur tous les textes classiques et qui pense uniquement en se référant et en citant les textes classiques, ce que font les lettrés chinois classiques. Donc vous voyez déjà, dès l'écriture, Dweck a raison. C'est très important que le calcul et l'informatique, ça soit des genres écrits. On a affaire à une forme d'intelligence qui repose sur de l'écrit, avec les défauts et les avantages de l'écrit. Et j'ai un deuxième argument. C'est le philosophe qui s'appelle Andy Clark. Vous pourrez trouver ses idées, je vous les résume. Sa première idée, je l'ai déjà dite en fait, c'est ce qu'il appelle le mental étendu, extended mind en anglais. Il dit, nous les humains, depuis toujours, nous avons des annexes de notre cerveau dans les livres. La science, elle est dans les livres. Personne n'a toutes les sciences dans son cerveau. Aujourd'hui, elle est dans les ordinateurs aussi. Nous utilisons l'écrit comme annexe de notre cerveau. Nous étendons notre mental, mind, en écrivant et en lisant les choses écrites, puis imprimées. Évidemment, c'est ce qui continue avec les ordinateurs. Vous avez remarqué que sur les ordinateurs, c'est des textes souvent qu'on utilise, jusqu'à présent. Et sa deuxième idée, natural born cyborg. Nous sommes des cyborgs, ça veut dire des êtres qui intégreront des parties artificielles par nature. Être humain, c'est avoir appris des choses artificielles. Par exemple, marcher sur ses jambes, c'est pas naturel, il faut apprendre. Parler, c'est pas naturel. Écrire, c'est pas naturel. Et plein d'autres choses. Le minimum de culture, c'est artificiel. Et aussi, être humain, c'est savoir se servir de tout un tas d'objets. Et aujourd'hui, entre autres, des téléphones et des ordinateurs. Ils sont intégrés à notre nature. Un être humain, je vais dire, normal. Par exemple, moi. Je suis vraiment moi-même quand j'ai mon ordinateur ou mon téléphone. Là, il y a plein de choses dans mon ordinateur. Il y a toutes mes notes depuis les années 80, il y en a des milliers de fiches, de notes de lecture. Quand je discute avec un étudiant, par exemple, ou avec des collègues, j'ai besoin de mes bases de données. Parce qu'une partie de mon mental, une partie de mon savoir, une partie de mon intelligence est dans le numérique, dans l'ordinateur. Et en fait, une base de données, quand je demande, si vous voyez ce que c'est une base de données, je peux demander dans mes fiches de lecture, qu'est-ce qui parle de l'intelligence artificielle, qui est rédigée en français, qui a été publié après 2010, et etc. Je peux demander, et que j'ai toujours pas lu. C'est le prochain livre que je vais lire. Ma base de données, hop, me le sort. C'est déjà de l'IA, ça. C'est de l'intelligence artificielle. Nous l'utilisons tout le temps.
Quand on fait une recherche texte, je fais court et tout à coup je me dis, est-ce que j'ai déjà parlé de Schopenhauer? Les étudiants, ils ne savent pas, ils ne veulent pas dire. Mais moi, je fais Control Find, Schopenhauer, d'ailleurs Chopin, ça suffit, et il me dit, oui, j'ai parlé de Schopenhauer le 12 décembre, dans le cours numéro 8. C'est formidable. Bien sûr, alors on pourrait dire, vous vous rendez compte comme c'est stupide de dire, moralement, ce serait mieux que dans mon esprit, je connaisse par cœur tous mes cours, avec tout ce que j'ai dit, et que j'ai retenu par cœur toutes les notes de tous les livres que j'ai lus. Ben non, non, mon cerveau il peut pas. Et puis je veux pas. Comme les numéros de téléphone. Donc, c'est naturel. Nous sommes naturellement assistés, je vais employer le mot, par des annexes écrites et l'IA en fait partie. ChatGPT fait ça. Quand ChatGPT rédige un texte ou discute avec nous, il écrit et il applique un programme écrit. On peut mettre une synthèse vocale, mais ça ne coûte rien. Si vous voulez, ce que j'ai à l'écran, là, je le fais lire. Je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps, mais je le fais lire par une voix humaine et ça sera lu. Donc ça ne coûte rien, une synthèse vocale. En fait, ce qui coûte, c'est de l'écrire. Donc ChatGPT écrit. À partir de quoi? On l'avait déjà dit, à partir de ce qui est écrit. Déjà d'une part de son programme, qui est écrit, et d'autre part de tout ce qu'il a trouvé sur Internet. Or, Internet, c'est majoritairement écrit. Et ChatGPT ne produit que du langage, de l'écrit. Et même ChatGPT est un système génératif, c'est ça que veut dire le G, qui produit du texte, de l'écrit. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle est un genre qui relève depuis toujours des annexes écrites naturelles de notre mental. Alors, la fin de mon écran est un peu cruelle. On peut dire, le technophobe va dire, oui, mais ChatGPT, il ne fait que chercher des choses sur Internet, et puis après, il les répète, mais en fait, il n'a pas compris. Et on croit qu'il a compris, mais il n'a pas compris. Alors je vais dire, le mauvais étudiant, ben c'est ça qu'il fait. Et en fait, le mauvais professeur aussi. Pour ceux d'entre vous qui sont français, qui connaissent ou qui peuvent chercher sur YouTube, il y a un sketch génial des inconnus sur les chasseurs, où il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est légendaire. Ils expliquent ce que fait le mauvais chasseur et le bon chasseur, et c'est exactement pareil. Donc là, on peut dire, c'est pareil. C'est en ce sens-là, c'est une référence aux inconnus. Le mauvais étudiant et le mauvais professeur, il lit des choses et après il les restitue, mais en fait, le bon, il fait pareil aussi. Et ChatGPT, eh ben, il fait pareil aussi. Je l'avais déjà utilisé et j'espère que ça devient de plus en plus profond comme signification. Pourquoi ChatGPT ou une IA sait quelque chose, sait dire quelque chose, sait jouer quelque chose aux échecs, par exemple, ou sait répondre à une question? Eh bien, c'est parce qu'il a appris. Comment il a appris? Comme il apprend lui, en ratissant Internet avec des moteurs de recherche. Mais pourquoi nous, humains, nous savons quelque chose? Je vais vous donner la parole. Pourquoi nous savons jouer aux échecs, faire tel coup aux échecs, ou répondre à telle question? Ben, c'est pareil. C'est parce que nous avons appris. C'est exactement le même mécanisme. Oui. Je ne comprends pas votre question, mais pour de vrai. C'est-à-dire, pour qui a le contrôle
de Google Search, quand vous cherchez, vous tapez dans Google quelle est la planète la plus proche du Soleil. Et hop, il va vous le dire. Qui a le contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est une autre notion. Pour Google, c'est l'entreprise Google qui est responsable de surveiller que Google donne des bonnes réponses. Et par exemple, éliminer, on en a parlé à propos de Facebook, je crois, éliminer les propos racistes, dangereux, extrémistes. Il y a un administrateur. Et dans ChatGPT, il y a une entreprise. Pour ChatGPT, elle s'appelle OpenAI. Puis il y a d'autres IA du même type, des chatbots, qui sont développés par Microsoft et par d'autres entreprises. Et elles sont responsables de ce que ça marche bien. Comme pour Wikipédia, il y a des gens qui surveillent les pages Wikipédia. Et Wikipédia, c'est bien, parce que tout le monde peut le surveiller. J'espère que vous connaissez Wikipédia. Dans Wikipédia, vous pouvez changer une page, notamment pour améliorer. Quand il y a une erreur, vous pouvez la corriger. Et c'est surveillé. Si vous corrigez bien plusieurs erreurs, vous allez avoir des droits élevés. Vos erreurs seront facilement, vos corrections seront facilement acceptées. Mais si vous mettez n'importe quoi, vous serez rejeté de Wikipédia. Vous n'aurez plus le droit de modifier les pages. Ben, c'est la même chose déjà pour les IA. Il y a un contrôle commun pour que ça fonctionne. Mais c'est pareil pour les humains. Même réponse. Qui contrôle ce que disent les professeurs? Ben, le ministère, les parents, les élèves. Si dans une école, il y a un professeur qui commence à dire, en fait, la terre est plate, ou alors, les Juifs ont fait un complot pour détruire le monde, ou des choses horribles. Eh bien, c'est comme si c'était ChatGPT qui le disait. On va s'en apercevoir, on va le signaler. Il y a une régulation communautaire. Qui contrôle les livres? Qui contrôle les journaux? C'est compliqué, parce que dans les journaux, il y a des choses qui sont fausses, mais on le sait. Quand on achète certains journaux, on sait que dedans, sur certains sujets, ils vont peut-être mentir. Et je termine en vous donnant un exemple. Sur Internet, ça c'est vrai, il y a une page, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Google News, en anglais Google Actualité. Dans Google Actualité, on donne des nouvelles personnalisées. Et bien souvent, moi j'ai un fil Google News, souvent, dedans, il y a des articles contre Google, défavorables à Google. A priori, comme d'habitude, les gens qui n'y connaissent rien, ils savent tout. Ils diraient, comme c'est Google qui te donne Google News, quand il va y avoir une news qui dit du mal de Google, il ne va pas te la transmettre. Ok, mais alors je vais arrêter Google News. Et Google veut que je regarde Google News. Il veut que j'ai confiance. Comme le professeur, comme tous les êtres humains, comme le vendeur, il veut que vous ayez confiance. Donc, c'est mieux pour lui de ne pas vous tromper.
Et c'est la même logique. C'est mieux pour les journaux de dire des choses vraies. Sinon, ils perdent en valeur. Et il y a des mécanismes pour réguler ça. Et bien sûr, il faut les surveiller. Et bien sûr, il faut les améliorer. Et ils ne sont pas parfaits. Mais ils existent pour les IA. Et ils ne sont pas des complots comme on pourrait croire. Sur Google, avec Google, on trouve des choses contre Google. Avec un ordinateur, ça mes collègues intellectuels le font, avec un ordinateur, vous pouvez écrire des livres contre les ordinateurs. Il ne va pas refuser. Donc cette idée de contrôle est un très bon souci, mais en fait, on l'a déjà dans le monde humain. Et on a déjà des systèmes de contrôle collectif qui marchent pour les IA. Vous voulez dire quelque chose? Plusieurs personnes. Alors, déjà, il y a des IA qui font des tableaux. Et vous avez ça même sur TikTok, vous avez ça sur les téléphones. Vous mettez une photo de vous, ou ce que vous voulez, et vous dites, fais un portrait comme Picasso ou Renoir, et il le fait très bien. Évidemment, c'est pas vrai, c'est pas un vrai Renoir. Mais vous dites, c'est pas une vraie création. Eh bien, peut-être qu'il faut changer. Ce que vous pouvez dire, c'est pas une création humaine. C'est pas une création humaine. Et de même, on peut dire à un élève, ce que tu m'as rendu, c'est très bien, c'est très intéressant, mais ce n'est pas toi qui l'as fait. Alors, si c'est ton papa, mais si c'est ChatGPT, quelle différence? Il y a une grosse différence. Vous savez laquelle? C'est que tout le monde n'a pas un papa qui est capable de faire le devoir de latin ou de mathématiques. Alors que tout le monde peut accéder à une IA, à Google, à Wikipédia, qui peut faire le travail. Et le problème, c'est que oui, ça n'a pas été fait par l'humain lui-même. Et vous pourriez me dire à moi, vos idées, c'est pas vos idées là, c'est les idées de Gilles Dweck, de Jean-Gabriel Ganassia, de Stuart Russell, de Andy Clark, des livres que vous avez lus. Ben oui, c'est vrai, oui. Oui. Dedans, il y a peut-être... Donc, on peut dire, c'est pas de la vraie philosophie, parce que c'est déjà dans des livres. Ben ok, il y en a peut-être 300 livres, lisez-les. Vous ne pouvez pas dire c'est pas de la vraie philosophie. Comme vous ne pouvez pas dire c'est de la vraie création. Pareil pour les vrais musiciens. Quand Mozart écrit de la musique, eh ben dedans, il y a des choses qui viennent, et parfois assez longues, de Haydn par exemple, ou de Bach. Mais on ne peut pas dire, c'est pas de la vraie création. Ben bien sûr que si, parce qu'il s'en sert pour faire quelque chose. Bon, il s'en sert mieux que le mauvais étudiant. Je suis d'accord. Donc, on est dans le même problème. C'est que ce qu'on peut dire, c'est que ça n'est pas humain et que ce qu'on veut, c'est quelque chose de humain. Et donc, on peut dire à ses élèves, ce que je veux, c'est que tu écrives toi. Sinon, il y a des logiciels, ils écrivent comme si on écrivait à la main. Donc, il peut taper avec ça, puis il imprime et il dit « j'écris très bien ». Mais non, c'est pas lui qui a écrit, ça sert à rien. Il dit non, c'est toi qui vas écrire à la main, ça va être plus mal écrit, mais c'est pour toi. Et pareil pour un devoir. C'est toi qui vas traduire ce texte en anglais, mais c'est pas pour que le texte en anglais soit bien, parce que pour ça je vais demander à une IA de le faire. C'est pour que toi, tu améliores ton anglais. Et je termine par quelque chose de méchant. Donc, si vous êtes prof, moi aussi. Donc, c'est méchant pour tout le monde. C'est que ce que
ChatGPT et les IA mettent en question, c'est, version gentille, les exercices qu'on fait faire aux élèves. C'est pas les bons. Et version méchante, ce que GPT et les IA mettent en question, c'est la stupidité des exercices qu'on fait faire aux élèves. D'être comme des magnétophones. Prof de maths, il fait un problème et il donne exactement le même problème avec d'autres chiffres pour que les élèves fassent la même chose. Alors qu'une calculatrice le fait très bien. Ça, il faut juste changer. De même qu'on n'apprend plus le calcul mental, on n'apprend plus à apprendre par cœur de très longs poèmes, parce qu'il n'y arrive plus, et bien peut-être un jour, on n'aura plus besoin, vous avez ça dans la science-fiction, d'apprendre une autre langue, parce qu'on aura un module automatique qui traduira. Et des langues, on peut en apprendre une, deux, 4, 5 ou 6, mais plus, c'est difficile, on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde. Alors qu'un module avec une IA, il peut connaître, comme Google, toutes les langues du monde. Voilà. Donc, je conclus, je redis la même chose, c'est des très bons problèmes, mais le problème, ce n'est pas que c'est faux, ni que c'est moralement mal, c'est que c'est pas humain. C'est pas le humain qui l'a fait. Et je termine sur les profs parce que tous mes collègues profs ont paniqué. Ils m'ont envoyé plein de mails au début de ChatGPT en disant comment on fait maintenant, comment je peux savoir. Il y a des détecteurs déjà. Testez les détecteurs. Moi, ce que j'ai testé, il marche bien. Il détecte qu'est-ce qui a été écrit par une IA et il vous donne une proportion. Et on a déjà, à l'université, on a des logiciels pour le plagiat. Quand les gens recopient des textes, ils détectent bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, on va parler, et je retrouve Platon, et je suis d'accord avec lui maintenant. On va parler avec un vrai humain. On doit l'évaluer, on doit lui mettre une note, dire s'il peut passer l'année d'après, voir sa licence. Eh bien, on ne va pas lui dire d'écrire quelque chose. C'est pas parce qu'il va tricher, c'est parce que c'est stupide. On va le prendre un quart d'heure et on va parler avec lui. Et là, un bon professeur, il va savoir à qui il a affaire. Et c'est parce que ce sera le vrai humain. Et idem, je prends un exemple lointain, être amoureux, il faut être avec le vrai humain. Si c'est avec un écran, il y a un problème. Ok ? J'avance. Et très intéressant. Alors déjà, si vous voulez des articles sur l'art créé par l'IA, vous m'en demandez, je vous enverrai. Il y a eu plein d'articles dessus, en français ou en anglais. Ce que vous avez dit, c'est très bien. Au début de la photo, beaucoup de gens, les peintres, ils disaient que la photo n'était pas un art. Ce n'était pas une vraie création. Ben, si, bien sûr, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Eh bien, peut-être ça va être pareil. La musique électronique aussi, elle utilise des morceaux. Simplement, c'est une autre façon de créer avec un autre outil et c'est pas le même art, d'accord? C'est pas le même art qu'on pratique. Alors, je veux dire un mot de ça avant qu'on fasse une pause, sinon on va arriver à rien. Dans le livre de Ganassia, je vous recommande de lire celui-là, dans les livres de Ganassia, sur la singularité. Alors la singularité, c'est une notion très précise en mathématiques, mais pas en philosophie. C'est le moment où une IA deviendrait ou deviendra aussi ou plus intelligente qu'un humain. Et dans le livre de Ganassia, il est assez méchant. Il dit toutes les prévisions qu'il y a eu
Je vous en cite juste une parce qu'elle est marrante. C'était pour 2023. On serait tous devenus des cyborgs. Ben apparemment non. On prévoit la singularité, on prévoit des choses et elles se produisent pas. Mais ça, on en a déjà parlé. Et je vais m'arrêter, donc je vais aller un peu, puis on fera nos 10 minutes. Ce qui est plus dérangeant que la singularité, qui est un fantasme, si vous voulez creuser, regardez le livre de Ganassi, c'est le transhumanisme et le mind upload. Je vous mets le nom, et vous regarderez là aussi sur Internet, de 2 prophètes. Il y a des prophètes. Le premier, Kurzweil, qui est aux États-Unis, c'est un prophète allumé, un gourou. À mon avis, il a une pathologie mentale. Quand on lit, là aussi tout le monde en parle, mais personne n'a lu ses livres. Quand on lit ses livres, on a peur pour lui. Il est vraiment... Et lui, il a fait plein de prévisions. Si vous regardez sur Internet, tout le monde se moque de lui. Parce qu'il avait prévu plein de choses de singularité qui ne se sont pas produites. Mais il est quand même très célèbre. Et le deuxième, Bostrom, il est d'origine suédoise, mais il travaille aussi en anglais, et vous avez plein de textes de lui, je peux vous en donner si vous voulez. Lui, il est académiquement présentable. Mais c'est quand même un prophète du transhumanisme. Il va plus loin que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il dit, l'humain doit dépasser sa biologie, abandonner le carbone, abandonner son corps biologique et exister sous forme immatérielle et donc devenir immortel pour de vrai, en mettant tout son mental, tout son mind dans un ordinateur. Alors, plutôt que eux, je vous conseille de vous renseigner sur Turing, Alan Turing. Il y a eu ce qu'on appelle un biopic aujourd'hui, un film qui raconte sa vie, qui s'appelle The Imitation Game, le jeu de l'imitation. Au minimum, regardez le film. Turing a écrit l'article de base, assez compréhensible, sur comment du calcul, on pouvait passer à une simulation de la pensée. Mais le vrai imitation game, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Alors, beaucoup connaissent, mais peut-être certains ne connaissent pas, donc j'explique. Le test de Turing, c'est, on est dans une pièce, et on a, je modernise un peu, un ordinateur, un écran et un clavier. Et dans la pièce d'à côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais on dialogue avec. On lui pose des questions. Et il répond. Ben, c'est comme un chatbot ou une application de rencontre. Et il répond. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Robert. Tu as quel âge? Et il répond. J'ai 23 ans. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime le foot et Lana Del Rey, etc., etc. Et le but, c'est que je dois savoir, d'après les questions et les réponses, si c'est un humain, un vrai humain, ou un ordinateur, un non-humain, qui fait semblant d'être un humain, un chatbot. Et comme vous le savez, Turing a imaginé ça. Il a dit, est-ce qu'un jour on arrivera à faire un ordinateur qui pourra se faire passer par un humain, pour un humain, pendant assez longtemps. On lui pose plein de questions, on discute, et dans le foot, c'est quoi ton équipe préférée? Ah ben c'est Marseille, et pourquoi c'est Marseille? Eh ben, il peut parler de Marseille. Il va chercher sur Internet, et il trouve des phrases, et ChatGPT fait très bien ça. Le test de Turing, ChatGPT le réussit. Dans les applis de rencontre, il y a des faux profils. Vous avez le jeune homme ou la jeune femme parfait
très joli, mais c'est faux, et toujours disponible. Oui, je suis là, je suis disponible pour discuter avec toi, sauf que c'est une IA, c'est pas vrai. Et il y a des articles dans la presse aussi de gens qui tombent amoureux d'un faux profil qui est en fait une IA. C'est le super test de Turing. Il y a même une histoire triste où la personne s'est suicidée. Là, c'est la vallée de l'étrange. Quand elle a découvert que ce n'était pas un vrai humain ou une vraie humaine. Et à la limite, on le comprend. Ça, c'est l'extraordinaire. Nous avons des machines capables de simuler l'humain. Et ma question, c'est est-ce que c'est moralement dérangeant ou pas? Je vais m'arrêter là.